Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre ce jour dimanche. C'est la Pentecôte aujourd'hui, 50 jours après Pâques. Cette fête clôt le temps pascal dans les paroisses des temples, l'événement célébré par les fidèles. On fera le tour des lieux de prière dans cette édition. On va certainement prier aussi pour une meilleure santé dans le monde puisque le tabagisme provoque actuellement la mort d'un adulte sur 10 selon l'OMS. Ce dimanche, c'est la journée mondiale sans tabac. Ce jour est une occasion d'arrêter de fumer, les jeunes appelés à s'éloigner de la consommation du tabac. Et puis les travaux de l'autoroute du Nord n'avancent pas comme il faut. Le tronçon Yamoussoukro-Bouaké, seulement entre 25 et 52% du chantier réalisé. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier n'admet pas ce retard. Amédée Kouakou appelle les opérateurs à accélérer le projet. Un fonds d'appui au secteur informel. 100 milliards de francs CFA dont 20 sont disponibles. L'opérationnalisation est confiée à l'agence Emploi Jeunes, une réponse immédiate au secteur de la restauration, de l'artisanat, du transport et du commerce. La phase transitoire est ouverte du 14 mai au 15 juin. Plus de 2000 acteurs sur les 40 000 ont commencé à bénéficier d'un fonds. Quel est le mode opératoire? Comment se fait le choix des bénéficiaires? Et surtout, comment assurer le suivi? Voilà des questions qui trouveront réponse puisque nous avons comme invité du Dimanche Magazine M. Herman Nikoué, secrétaire exécutif du Fonds d'appui au secteur informel. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et on fera le tour de toutes ces questions avec vous. On se donne rendez-vous dans une trentaine de minutes, le temps de voir ce qui marque l'actualité. Merci. Et nous sommes 50 jours après la fête de Pâques. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la Pentecôte. Elle marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. L'événement commémoré dans plusieurs paroisses et temples à Abidjan. C'est le cas hier dans la commune d'Abobo. Le maire Ahmed Bakayoko était aux côtés des fidèles de la paroisse Saint-Marc. Didier Nguessan. Paroisse Saint-Marc d'Abobo à Kekwa. Les fidèles catholiques célèbrent la Pentecôte, fête chrétienne qui marque l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, tel que promis par Jésus-Christ avant sa montée au ciel. Au nom des fidèles, le maire Ahmed Bakayoko, son épouse et ses collaborateurs. Après la liturgie de la parole, le père célébrant, le curé Jean Chalamangwa, dans son homélie, a dénoncé le culte de la personnalité dans les communautés religieuses. Pour lui, l'homme de Dieu doit s'effacer au profit de la parole de Dieu. Assumez votre foi et votre chrétienté car vous avez reçu l'Esprit Saint, a-t-il lancé à l'endroit des fidèles. Prières, chants et danses à la gloire de Dieu ont animé la messe. À la fin de la messe, le maire Ahmed Bakayoko a offert 5 millions de francs CFA à la paroisse, un soutien pour lequel le père Jean Chalamangwa a formulé des remerciements à l'endroit, non seulement du maire, mais aussi du chef de l'État. Le curé insiste sur le sens de la Pentecôte. Le temps de l'Église est le temps de l'Esprit. Nous sommes invités à vivre par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas des comportements extraordinaires, mais c'est juste de laisser l'Esprit vivre en nous, de vivre de cette vie baptismale-là, qui est une vie d'amour, de paix, de pardon, de réconciliation. Regarder l'autre, en l'autre ce qu'il y a de meilleur et savoir qu'il a quelque chose que nous avons à partager avec lui. Pour le premier magistrat de la commune d'Abobo, la Pentecôte est une opportunité de renforcer la fraternité entre les Ivoiriens et la culture de la paix. Aujourd'hui, tout le monde sait la contribution de l'Église dans la paix, le partage d'amour entre les gens. Je crois que si nous sommes tous investis d'un esprit saint, de tous ces messages d'amour, le monde serait un monde meilleur. En tout cas, je souhaite une bonne fête de Pentecôte à l'ensemble des chrétiens de la commune d'Abobo et de la Côte d'Ivoire en général. Par cette visite et ce soutien, le maire Ahmed Bakayoko réaffirme sa proximité avec les différentes communautés religieuses d'Abobo. Ce dimanche matin, donc, les fidèles étaient nombreux dans les lieux de culte. Ils ont célébré la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit. Grace Kando était à Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et à l'église méthodiste unie de Marcory.
Sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété et crainte sont les 7 dons de l'Esprit Saint. Défenseurs promis par le Christ à ses apôtres pour faire comprendre l'amour de Dieu le Père. L'Esprit Saint, la force envoyée aux disciples et par ricochet sur le peuple chrétien pour poursuivre l'œuvre d'évangélisation et célébrer à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville. Le Seigneur nous demande à travers cette célébration spéciale de promouvoir l'amour, de promouvoir aussi la paix, car c'est par l'amour et la paix que nous pouvons créer un monde meilleur. Lorsque Jésus partait vers le Père, il a dit aux apôtres que je ne vous laisserai pas orphelins. Et effectivement, les apôtres ne sont pas restés orphelins. 10 jours après, ils ont reçu ce paraclet qui a fait d'eux des hommes, des disciples. Et c'est cet esprit-là que nous magnifions aujourd'hui. Et c'est le départ pour une mission vraie, pour une mission concrète avec Dieu. La Pentecôte, une célébration dans le respect des mesures barrières. La paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours a mis en place un système. On a 6 messes, dont les différentes couleurs des tickets que vous avez vu tout à l'heure. Sans forcer, dès que vous venez, vous présentez le ticket aux membres du service d'ordre et puis vous rentrez. Donc chaque messe a son ticket. Si l'heure du ticket n'est pas encore arrivée, vous attendez l'heure. Cette pandémie a éveillé en nous, réveillé en nous cette disposition, être attentif aux voisins, à l'ami, aux parents, aux conjoints. Et ainsi, nous pourrons, comme par capillarité, véhiculer les valeurs de l'Évangile autour de nous. La descente du Saint-Esprit est aussi commémorée ici à l'église méthodiste unie le Jourdain de Marcory. Invocation, méditation et louanges ont été les temps forts. Dieu nous assigne une mission sur cette terre, c'est de faire de tous les hommes ses disciples. C'est d'amener toutes les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que nous soyons efficaces dans cette œuvre, nous avons besoin du Saint-Esprit comme compagnon, comme associé. Maintenant, nous n'avons plus rien à craindre. Parce que le Saint-Esprit nous met ensemble. Le Saint-Esprit nous rend victorieux des forces occultes, des forces d'opposition, des forces démoniaques et sataniques. Et il nous donne la force de vivre dans cette sanctification, cette consécration totale à Dieu. Après la Pentecôte, place à la fête de la Sainte Trinité le dimanche 7 juin prochain. Elle marque la célébration du mystère d'un seul Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. On se rend à présent dans le centre du pays, retrouver Soro Corona à Boaké qui nous parle de la Pentecôte également célébrée dans la localité. Les fidèles se sont rendus dans les paroisses et temples pour marquer cette descente du Saint-Esprit, une fête dans le respect des mesures de lutte contre la Covid-19. Paroisse Saint-Bernadette Soupirous de Belleville. Moins de 100 fidèles, tous portant des cache-nez pour la célébration de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Dehors, d'autres fidèles attendent la prochaine messe pour commémorer la Pentecôte, fête qui marque la réalisation de la promesse du Christ aux apôtres au moment de son ascension 10 jours plus tôt. Le service d'ordre, après que le nombre soit atteint, demande aux autres de patienter pour attendre la messe qui suit. Dans les paroisses et temples, les célébrants ont mis un accent particulier sur le symbolisme de la Pentecôte. Les apôtres étaient au Cénacle, en même temps ils ont senti une présence de Dieu dans leur vie. Et ce jour-là, la peur a disparu et ils ont commencé maintenant à annoncer le Christ au monde. Après l'effusion du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre s'est adressé au peuple et ce jour-là, 3000 personnes sont venues au Seigneur. C'est une grande fête pour l'Église. La Pentecôte, c'est aussi la découverte d'une nouvelle force, celle de l'Esprit de Dieu donné en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire et vivifie. Pour coller à l'actualité, les hommes de Dieu ont invité les fidèles chrétiens à respecter les mesures barrières pour mettre fin au ravage de la Covid-19. Ce que nous demandons au Seigneur de faire en sorte que, surtout avec la grâce venue d'en haut, le Saint-Esprit, voilà, tout ce qui est pandémie, tout ce qui est maladie, surtout Covid-19, puisse vraiment s'éloigner de notre terre. Ça, c'est notre prière. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Cette célébration tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin. Une fête de Pentecôte dans un contexte de crise sanitaire. Les actions se multiplient pour freiner la propagation de la pandémie.
Voici toute l'actualité sur la Covid-19. La Côte d'Ivoire apporte une riposte contre la Covid-19. La lutte est engagée. Les autorités sanitaires appellent à la responsabilité de tous pour freiner la maladie. Le pays a enregistré hier 49 nouveaux cas. Le nombre total de personnes infectées est de 2799, dont 1385 guéris et 33 décès. On fait le point de la situation au micro de Grace Kando. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 30 mai 2020, 49 nouveaux cas de Covid-19 sur 357 échantillons prélevés, soit 13,7% de cas positifs, 15 guéris et 1 décès. Nous déplorons ce jour un décès. Il s'agit d'un patient de 77 ans, arrivé décédé dans un établissement sanitaire privé le 28 mai 2020. Le diagnostic Covid positif a été fait post-mortem. Il avait des antécédents de diabète et d'hypertension artérielle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 30 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2799 cas confirmés, dont 1385 personnes guéries, 33 décès et 1381 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 905. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que le virus continue de circuler dans notre pays et que le risque de contamination à la Covid-19 demeure. La pandémie n'est pas terminée. La maladie est toujours présente en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de la population afin de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez le numéro gratuit suivant, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi des chiffres ailleurs dans le monde. En Afrique de l'Ouest, au Ghana, c'est 7881 cas confirmés, 36 décès. Le Burkina Faso enregistre 847 cas confirmés, 53 décès, 3706 cas confirmés, 23 décès en Guinée. Au Libéria, c'est 280 cas confirmés, 27 décès. Et puis au Mali, 1250 cas confirmés, 76 décès. Dans le monde entier, on note 6 185 076 cas confirmés, 2 754 609 personnes guéries et 371 398 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point au quotidien de la gestion de la pandémie. Les populations invitées au respect des mesures de lutte dictées. Il y a eu allègement de certaines restrictions, mais il faut garder la prudence et la vigilance. La Covid-19 est toujours présente dans le pays. Les autorités policières exhortent à ne pas, par exemple, organiser de convois clandestins pour tenter de sortir d'Abidjan. Des détails avec Gabriel Zani. L'état d'urgence et l'isolement du Grand Abidjan ont été prorogés au 14 juin prochain par le Conseil national de sécurité. Le porte-parole de la police revient sur les raisons de cette nouvelle décision au point presse quotidien du gouvernement. Toutes les opérations terrain des forces de défense et de sécurité ont visé et visent à suffisance l'accompagnement sécuritaire de tous nos concitoyens, quel qu'en soit le statut social, employé ou employeur, dans la conduite de leurs activités quotidiennes, de jour comme de nuit. Parce que tous les travailleurs comptent pour l'État ivoirien, il fait cette mise en garde contre ceux qui organisent des convois clandestins à cause de la reprise des cours dans les écoles, les lycées et collèges. Notre message s'adresse à nos concitoyens, parents d'élèves, étudiants, élèves eux-mêmes, enseignants, encadreurs du personnel éducatif, et leur dire, on peut être en retard, et puis demander par groupe
à Madame le ministre de rouvrir les convois que d'aller s'adonner à des aventures périlleuses comme celles auxquelles nous sommes en ce moment en train d'assister. Bien entendu, cela ne se fait pas impunément. Vos forces de défense et de sécurité y veillent. Et chaque fois que de besoin, les contrevenants sont interpellés et déférés devant les tribunaux. Le coronavirus circule toujours à Abidjan, le foyer de la maladie. L'augmentation des cas positifs ces 3 derniers jours montre, entre autres raisons, que les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées. Cela pourrait traduire non seulement la circulation active du virus dans notre pays, mais aussi le renforcement des capacités de dépistage et de la sensibilisation. Aussi, ces données invitent à davantage de prudence et à la remobilisation de tous pour vaincre ensemble cette pandémie. Depuis la survenue du coronavirus, malgré la faible létalité et le nombre croissant de guérisons, les centres de santé sont de moins en moins fréquentés. Le constat au niveau de la santé de la mère et de l'enfant depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 est le suivant. Une baisse des consultations prénatales CPN1 de mars à avril 2020 comparativement à la même période en 2019. Une baisse des accouchements en milieu hospitalier d'environ 1348 par rapport à la même période en 2019. Le taux de décès maternels en Côte d'Ivoire fait partie des plus élevés au monde. Si cette faible fréquentation des structures de santé perdure, elle aggraverait davantage la situation antérieure déjà préoccupante de santé de la mère. Une baisse d'environ 12 points de couverture vaccinale pour tous les antigènes, avec le risque de voir apparaître des épidémies de maladies évitables par la vaccination. On constate également une baisse de la vaccination, surtout celle des enfants. Pourtant, le coronavirus n'efface pas les autres maladies. Et dans la lutte contre la Covid-19, on s'arrête sur ce document que vous allez voir. Il est consacré à la fabrication des masques, parfois de fortune. Un peu partout, des personnes s'adonnent à l'activité au mépris de toutes règles et normes. Des milliers de produits sont ainsi mis sur le marché sans aucun respect de la qualité exigée. Pourtant, un protocole est bien en vigueur. Lutte contre la Covid-19 sur les traces des fabricants de masques, un sujet de Gabriel Zani. Avec le coronavirus, si certaines affaires sont au ralenti, d'autres par contre connaissent une nouvelle vie. Des centaines de masques, voire des milliers, sont produits par jour dans ces ateliers situés au grand marché d'Adjamé. C'est un peu la copie des masques originaux qu'on essaie de faire avec ce qui est sur place en Côte d'Ivoire ici. Les gens demandent, ça manque. Donc on est obligé de faire ça aussi pour aider un peu la population à se protéger tellement. Un élan de solidarité ajouté à une ignorance qui favorise plutôt la propagation du virus. Du non tissé, mais en grammage très faible, de l'ordre de 30. Alors qu'on demande un minimum de 65. Même doublé, ça ne protège personne. Vous voyez? Il faut avoir l'origine de la matière de très très mauvaise qualité. Tous ces masques ne sont pas des masques barrières. D'Adjamé à Koumassi, en passant par Trècheville, Makori, les ateliers de couture ne cessent de tourner. Un masque, c'est deux étoffes, d'accord, qui sont positionnées ensemble. Ensuite, ça passe sur une autre étape pour créer le pli jusqu'à la finition. Ça nous crée plusieurs épaisseurs qui caractérisent la barrière du masque. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre le nombre d'épaisseurs de tissu, la respirabilité et le confort. C'est tout un ensemble de critères qui rend le masque, qui caractérise la certification du masque par les laboratoires Codinorm. Produire des masques de qualité et barrer la route à la Covid-19, Codinorm a édicté ces normes à l'endroit des acteurs et sont accessibles à tous. La norme nationale sur les masques barrières prescrit les exigences de qualité, les essais à réaliser, la confection et l'utilisation des masques barrières. Cette norme a été élaborée en s'appuyant sur l'expertise nationale et étrangère. Des mairies se mettent aussi aux normes. Au centre de formation Samungeta de la commune du Plateau, des bénévoles ont été recrutés pour produire des masques qui seront distribués gratuitement aux habitants et aux entreprises. On a ce modèle-là qui nous a été recommandé par Codinorm. Je fais la coupe, je donne aux filles. Elle coupe la doublure, on met le matériel à mettre là-dedans, la viseline. Et après ça, je donne aux jeunes pour piquer. Quand ils piquent, ils retournent. Quand on finit de retourner, on repasse, on fait les plis. Après ça, on fait un autre repassage
qui va nous donner ça. En plus de sa coupe, ce masque est réutilisable. Si son entretien est bien maîtrisé, il profite à son utilisateur. Cela dit, ce type de masque doit être lavé après chaque utilisation à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. C'est en cela que la qualité du tissu est essentielle. Dans ce laboratoire affilié à Codinome, les échantillons de tissu de masques sont testés. Donc quand l'échantillon vient sous forme de masque, il faut déjà enlever les jeux de bride pour avoir un état normal comme ça. On place le masque. Ça c'est pour faire la masse surfacique. C'est ça, on va peser pour avoir la masse du masque en fait. Ici c'est pour vérifier la nature fibrique. Pour voir le masque que vous avez envoyé, quelle est la composition du masque. C'est pour voir est-ce que c'est du coton ou soit un mélange du coton, du polyester, du polypropylène. Donc ici on a notre microscope avec une caméra déjà intégrée qui permet de visualiser les images à partir de notre écran. L'échantillon est placé ici. Et puis ici maintenant, il faut serrer l'échantillon. Voilà. Une fois que c'est serré, on a l'impression qu'il y a un jus ici. Vous voyez? Et puis les lancer. Le tissu doit simultanément laisser passer l'air et bloquer les particules liquides. Pour cela, il subit au moins 5 lavages, sans oublier des essais de toxicité s'il est de couleur due au colorant azoïque. Cet atelier a vite fait de recourir à Codinome. Nous sommes passés au laboratoire pour tester notre produit. Codinome est passé pour une validation. Nous avons 2 sortes de masques validés par Codinome. Il y a le masque bec de canard, on a réduit sur les dimensions des enfants. On a l'étiquette à respecter que Codinome nous a donné. Le lavage, combien de fois de lavage, le numéro, comment porter un masque, l'entretien et tout. Codinome est clair là-dessus. Tout le monde ne peut pas mettre sur le marché le masque qu'il veut. Nous sommes un organisme d'appui technique de l'État. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas certifiés, qui vendent, sont en infraction et donc ils devront pouvoir répondre de cela devant les juridictions. C'est un chantier qui est ouvert à tous, mais il faut justifier d'une certification à Codinome pour pouvoir vendre sur le marché. Aujourd'hui, seulement une vingtaine d'entreprises sont certifiées par Codinome pour produire de véritables masques barrières. Pourtant, tout le monde en produit à cause de la forte demande au mépris de la santé et avec toutes sortes de fantaisies. Pour sa part, l'État de Côte d'Ivoire a passé une commande de 200 millions de véritables masques barrières, dont près de 27 millions ont été déjà livrés et distribués aux populations. Il faut donc s'assurer de la bonne qualité des masques pour mieux vous protéger contre la pandémie. Et alors que le monde est face à la Covid-19, les autres maux sont toujours dans la société. Ce dimanche marque la Journée mondiale sans tabac, cette 33e édition célébrée en Côte d'Ivoire. La communauté internationale veut prévenir les jeunes contre les manipulations de l'industrie du tabac et les empêcher de consommer la nicotine. Patricia Omwetia. Dans le contexte actuel de la pandémie à coronavirus, la Journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Ces derniers sont en effet en contact avec un pourcentage élevé de la population cible, notamment les jeunes. Dans notre pays, le tabagisme chez les jeunes est une triste réalité. En effet, en 2012, la prévalence du tabagisme dans les différentes tranches d'âge était de 6% entre les 15 et 19 ans, 23,5% entre les 20 et 24 ans et 35,5% entre les 25 et 29 ans. Face à cette situation, plusieurs actions ont été entreprises. La prise d'un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, l'aide au sévrage tabagique et surtout des campagnes de sensibilisation de masse. Toutes ces actions ont abouti à la baisse de la prévalence tabagique pour ces mêmes tranches d'âge. Dans certains cas, elles ont presque chuté de moitié, passant respectivement à 3,2%, 13,2% et 19,9%. De fait, divers procédés sont mis en œuvre pour attirer les jeunes vers les produits du tabac. Les emballages sont le plus souvent embellis. C'est le cas des inhalateurs électroniques et de la pipe à eau, connue sous le nom de chicha, produit dangereux très prisé par certains jeunes.
Pour faire face à de tels actes d'ingérence de l'industrie du tabac, le gouvernement a opté pour le renforcement de la sensibilisation et du cadre législatif et réglementaire. Le contrôle de l'épidémie tabagique est possible. Pour ce faire, je lance un appel à la jeunesse. Je vous exhorte à la vigilance face aux manipulations de l'industrie du tabac. Je vous demande d'éviter le piège de la première consommation. Je vous invite à consulter le centre de santé le plus proche pour le sévrage tabagique. En matière de lutte anti-tabac, les partis veillent à ce que les politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux de l'industrie du tabac, conformément à la législation en vigueur dans notre pays. Une journée sans tabac, c'est possible, mais pourquoi pas aussi vers la fin du paludisme? Cette maladie tropicale menace la santé de millions de personnes, notamment sur le continent africain, un fardeau économique et social. En Côte d'Ivoire, elle représente 33% des motifs de consultation dans les centres de santé. La phase de préélimination du paludisme est enclenchée dans le pays. L'objectif visé 2025. Jean-Marc Diadji. Le paludisme. Ces 5 dernières années, la revue de performance réalisée a servi de base de travail au Programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires pour définir les stratégies et les interventions à mettre en œuvre les 5 prochaines années à travers l'élaboration du plan stratégique national 2021-2025. Cette période va correspondre à la phase de préélimination du paludisme. Quels sont ces comportements favorables qui vont nous permettre d'éliminer le paludisme? C'est que la population utilise les moustiquaires imprégnés qui sont distribués gratuitement pour éviter les piqûres de moustiques. Que la population se rende à l'hôpital en cas de fièvre dans les 24 heures pour bénéficier gratuitement du test de confirmation qui appelle le TDR ou la goutte épaisse. Pour les femmes enceintes, en respectant la consultation prénatale, pour bénéficier du traitement préventif intermittent qui est donné gratuitement si nous respectons ces mesures. Avec l'engagement du ministère de la Santé, des agents de santé, des engagements de partenaires qui appuient la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays, verra disparaître le paludisme d'ici 2030. Certaines interventions viendront intégrer le dispositif en place. Le traitement préventif intermittent du paludisme du nourrisson de moins de 12 mois, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent. Cette intervention va intensifier la lutte contre le moustique, vecteur du paludisme. Les capacités des prestataires de santé seront également renforcées. Des cadres de santé intervenant dans la lutte contre le paludisme ont reçu un premier cours de paludologie durant le mois de février. Cette formation, qui va s'étendre à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, vise à lutter contre la maladie au-delà de la prise en charge thérapeutique des patients. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier n'est pas d'accord avec le retard sur le chantier du prolongement de l'autoroute du Nord. Le tronçon Yamoussoukro-Bouaké, 133 km, est au ralenti. Les travaux réalisés entre 25 et 52%. Amédée Kouakou demande aux opérateurs d'accélérer le projet pour un produit fini, de qualité et dans le temps. Le reportage de Léon Brou. Chantier du prolongement de l'autoroute du Nord, section Tiébissou-Bouaké. 96 km en construction pour 36 mois à partir du 15 avril 2019. À 2 ans de leur échéance, sont déjà réalisés 25% des travaux. Point de satisfaction du ministre de l'Équipement, installation du chantier, terrassement, dégagement des emprises. Le contraire concernant les ouvrages. Ce que nous avons fait remarquer à l'entreprise avec l'équipe de l'AGEROUTE, la direction générale des infrastructures routières, c'est qu'il faut construire les ouvrages. Le BNET qui est chargé de valider les plans, nous leur avons demandé d'ici 2 semaines de valider l'ensemble des plans de ces ouvrages-là pour que ça puisse être construit. Parce que notre objectif, c'est qu'à fin 2021, ce chantier puisse être livré, comme l'entreprise chinoise s'y est engagée. Mise en garde aussi de l'entreprise de construction des 37 km d'autoroute entre Yamoussoukro et Tiébissou. Seulement 52% des travaux réalisés à moins de 3 mois de l'échéance contractuelle de 34 mois, y compris la prorogation de 10 mois. Aucune couche de bitume. Il y a énormément de travaux supplémentaires qui sont ajoutés à ce projet. Il y a un avenant qui vient d'être accordé par le bailleur de fonds. C'est tout des travaux. C'est le changement de structure au début du projet qui explique
ces retards. Des explications pas convaincantes pour le ministre de l'Équipement. À l'entreprise, Amédée Kouakou brandit célérité et qualité des travaux au retrait du marché. Le chef de l'État tient quand même à ce que tous les chantiers qui ont été prévus soient réalisés dans les délais avec la qualité qui y va. J'ai demandé au DG de l'AGEROUTE de s'entretenir avec eux, de sorte que le concassé qu'on doit mettre sur la route, s'ils n'ont pas les quantités nécessaires, qu'ils puissent s'approvisionner ailleurs. Mais en tout cas, nous allons leur donner une dernière mise en demeure. Et si ce n'est pas respecté, l'État prendra ses responsabilités, résilier le marché et confier les travaux à des entreprises plus compétentes. Cette fermeté, conformément aux ambitions du gouvernement, à la base du prolongement de l'autoroute du Nord de 133 km, soit un investissement de plus de 226 milliards de francs CFA entre Yamoussoukro et Bouaké. Fluidifier le trafic entre le sud et le nord ivoirien, mais surtout entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Place à la seconde articulation de ce 13h, le magazine du dimanche. On vous retrouve, M. Herman Nikwe, pour parler du FACI. Vous êtes le secrétaire exécutif du Fonds d'appui au secteur informel. Il est doté de 100 milliards de francs CFA. 20 sont disponibles pour permettre à ces acteurs de s'en sortir en cette période de crise sanitaire. Qui est concerné par ce fonds? Bien, merci M. Kolo. Alors, rapidement, le Fonds d'appui au secteur, aux acteurs du secteur informel a été lancé officiellement le 26 mai dernier. Et pour cette phase transitoire qui a commencé depuis le 14 mai jusqu'au 15 juin, concerne les acteurs du secteur informel remplissant quelques critères que je vais citer tout à l'heure. Allez-y. Déjà, être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou bien une cessation totale d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, pouvoir situer géographiquement, donc pouvoir localiser son activité, disposer d'un numéro de téléphone et d'un numéro de mobile monnaie, parce que l'ensemble des opérations de paiement pour la phase transitoire se fera par paiement via mobile monnaie, disposer d'une pièce d'identité valable, s'engager à maintenir ou à développer son activité. L'idée, c'est que ces subventions qui sont accordées devraient permettre donc à ces acteurs-là de poursuivre leur activité, de maintenir les emplois ou bien d'embaucher de nouvelles personnes et, très important, être inscrit à la couverture maladie universelle. Alors, quand on a fini de dire tout ça, c'est environ combien de personnes qui sont concernées? Alors, pour la phase transitoire, nous sommes autour de 40 000 bénéficiaires qui recevront des subventions comprises entre 200 000 et 300 000 francs maximum. 200 000 francs pour les activités d'artisanat et de commerce, 300 000 francs pour les activités de restauration et de transport. Alors, on va poursuivre l'entretien, le temps de regarder cet élément de Walter Amadou Ouattara qui nous présente le FACI. Relativement à la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui touche aussi le secteur de l'économie, le gouvernement apporte une réponse immédiate aux acteurs du secteur informel. Est ainsi initié le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FACI. Le lancement officiel de ce fonds a eu lieu le 14 mai dernier sous la présidence du ministre d'État Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le FACI est un fonds d'un montant de 100 milliards de francs CFA, dont 20 milliards de francs sont déjà disponibles. Cette phase transitoire permettra d'accorder des subventions d'une valeur globale de 10 milliards de francs CFA à 40 000 acteurs concernés dans les secteurs de l'artisanat, de la restauration, des transports et du commerce. À ce jour, environ 2500 bénéficiaires ont commencé à recevoir des subventions pour un montant global de 600 millions de francs CFA. À partir du 15 juin 2020, il est prévu que ce fonds passe à l'échelle plus grande. L'objectif du gouvernement demeure non seulement la prévention de l'outil de production et des emplois, mais aussi de garantir un minimum de ressources aux populations vulnérables et en situation difficile
pour leur permettre de vivre décemment durant cette crise sanitaire mondiale. Cela à travers une stratégie axée sur les fonds de solidarité, fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, fonds de soutien aux grandes entreprises, fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire sur la plateforme www.fazi.ci ou se faire enrôler physiquement dans les agences emploi jeunes régionales, dans les guichets emploi ou dans les démembrements des chambres consulaires sur tout le territoire national ou se faire enregistrer auprès des structures ministérielles partenaires. Monsieur Herman Nikwe, tout à l'heure, dans les critères, vous avez parlé de documents justificatifs, de preuves que l'activité est impactée. On est dans le secteur informel, là où tout n'est pas structuré. Comment on fait pour prouver tout ça? Alors, la première des choses, c'est que vous savez que la plupart de ces acteurs-là, quand ils sont par exemple contribuables aux taxes communales, il existe au niveau de la mairie des bases de données, mais ils ont au moins peut-être un reçu de quittance de patente, des tickets. Ils tiennent peut-être même vraiment de façon très, très minimale de petits documents qui prouvent qu'ils font des recettes. Il y a également les bases de données des structures sectorielles avec lesquelles nous travaillons. Alors, donc on va faire simple. Un opérateur, qu'est-ce qu'il vous donne comme élément justificatif? Il peut donner un reçu de patente, un reçu de ticket de mairie, un petit document qu'il tient, même un petit cahier où il note les recettes qu'il tient, tout ce qui est susceptible de démontrer qu'il a une activité qu'il menait avant la pandémie et qui a été impactée. Et quand il a ça, comment il s'inscrit? Alors, il a la possibilité donc de se rendre dans une de nos agences régionales. On en a 20 sur le territoire. Dans un de nos guichets emploi, on en a 201. Les guichets emploi sont au sein des mairies. Vous parlez des guichets de l'emploi. Des guichets de l'agence emploi jeune. Et sur cette opération spécifique, toutes les catégories d'âge sont concernées. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement des jeunes, mais toute personne, hommes et femmes, impactée par la COVID, quel que soit son âge, peut se rendre dans ces différents sites, déposer ces différents documents, renseigner les fiches. On a des agents sur place qui accompagnent. Je sais que dans le secteur informel, il y a des personnes qui ne sont pas lettrées ou qui sont très peu éduquées. Donc, elles peuvent bénéficier de l'appui de nos agents pour s'inscrire physiquement ou s'enregistrer en ligne. Alors, il est très important d'indiquer que cette opération est mise en œuvre en lien avec ses partenaires techniques qui eux-mêmes disposent de bases de données de la plupart de leurs acteurs, ce qui permet non seulement de vérifier, de fiabiliser les données qu'on obtient, mais également, parce qu'il y a certaines personnes malheureusement qui peuvent ne pas figurer dans ces bases de données parce qu'elles n'ont pas entrepris des démarches, on arrive toujours en recoupant l'information, voilà, à nous rassurer quand même que l'acteur qui participe au processus est effectivement un acteur du secteur informel, qu'il menait une activité. Quand on a fini de s'inscrire, on attend l'argent. Comment on va se faire? Quel est le mode de financement? Alors, j'ai rappelé déjà que ce sont des subventions. C'est-à-dire, pour cette phase transitoire, il ne s'agit pas de crédit. Ce sont des subventions, donc ce qui est donné, c'est vraiment gratuit. Et ces subventions sont de 200 000 maximum ou 300 000 maximum selon les activités. Alors, les bases de données que nous constituons, voici pourquoi il est imposé d'avoir un numéro mobile monnaie. Et les paiements sont effectués par transfert via ces numéros-là. Mais il y a tout un processus de sélection. Donc, il y a la constitution des bases de données, il y a leur apurement, c'est-à-dire on fait des travaux statistiques pour nous rassurer que le nom corresponde au numéro, mais on procède à des appels individuels. Si on a une base de 1000 personnes, ces 1000 personnes provenant des structures sectorielles qui nous ont transmises donc ces listes, seront appelées individuellement pour nous rassurer que derrière, c'est bien telle personne répondant à tel nom, nous rassurer qu'elle a une pièce d'identité et également qu'elle procède donc à son immatriculation à la couverture maladie universelle. Donc, une fois que toutes ces vérifications sont faites, les dossiers sont transmis au comité de gestion du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel qui valide donc ces différents dossiers et qui sont transmis ensuite à la Banque nationale d'investissement pour le processus de paiement. Tout ce processus prend combien de jours pour avoir effectivement l'argent entre les mains? Alors, il faut se situer au maximum entre 10 jours, c'est-à-dire depuis l'identification de l'acteur, les différentes vérifications. En ligne comme physique. Oui, en ligne comme physique, les différentes vérifications qui se font, donc les différents appels, la tenue du comité,
ensuite le transfert des ressources sur les comptes, mais d'abord la provision même que la BENI fait auprès de ses partenaires de téléphonie mobile, et ensuite la mise à disposition des ressources auprès des jeunes, donc des bénéficiaires. On se situe donc autour de 10 jours. 200, 300 000, est-ce que ce n'est pas peu? Non, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un appui. Et nous, on fait l'exercice même d'identifier, avant l'activité, quel était le revenu moyen de l'acteur. Et ces 200 et 300 000 ont été arrêtés en lien avec les acteurs du secteur, donc la Chambre des métiers, avec l'artisanat, avec le commerce, pour comprendre un peu, en moyenne, qu'est-ce qu'il faut pour aider ces acteurs-là à reprendre leur activité. La crise n'a pas détruit leur matériel de production. Quand vous prenez par exemple une tenancière de maquis, elle a toujours son équipement. Ce qu'il lui faut, c'est ces ressources qui vont l'aider donc à reprendre son fonds de roulement et à se remettre en activité. Vous prenez là le bel exemple, parce que nous avons discuté avec des acteurs justement du domaine qui estiment à 2 millions de francs CFA de pertes par mois depuis que la crise a déclenché. Et vous lui parlez de 100 000, 300 000, c'est évident que ce n'est pas à la hauteur du préjudice. Oui. Il ne s'agit pas de réparer un préjudice. Il s'agit d'aider l'acteur à reprendre ses activités. Alors, cet appui l'aidera, bien entendu, avec un bon plan. Voici pourquoi il y a tout ce processus de suivi et d'accompagnement des acteurs sectoriels et de l'Agence Emploi Jeunes avec tous ces démembrements. L'idée, donc, c'est de repartir, c'est progressivement de se remettre en activité. Et je crois que cet appui est vraiment important. Et à l'échelle des acteurs du secteur informel, il est significatif dans la reprise de ces activités. Est-ce qu'il est possible qu'un opérateur demande, par exemple, beaucoup plus que 200 000 francs ou 300 000 francs CFA? Oui, c'est possible. Dans la phase après le 15 juin, qui est la phase de passage à l'échelle, là, nous aurons 2 guichets. Toujours un guichet de subvention, mais un guichet également de prêt, de crédit. Le crédit part de 300 000 à 3 millions. Donc, un acteur, comme vous venez de l'indiquer, qui a besoin plutôt, lui, de 2 millions ou de 3 millions, alors on va l'inviter à remplir un business plan simplifié, un document simplifié, qui sera donc étudié et transmis donc aux microfinances pour pouvoir mettre à sa disposition, cette fois-ci, des prêts. Quelle est la durée de la créance et le taux? Alors, ces différents éléments sont encore en train d'être étudiés. Vous savez qu'à la suite de ce processus, il y a un cabinet international, le cabinet Deloitte, qui a été recruté et qui travaille donc sur un manuel de procédure qui va accompagner l'étape de passage à l'échelle. Est-ce que vous avez pensé aux emplois dans le secteur? Il y en a vraiment des milliers qui ont perdu leur travail, qui sont au chômage depuis que la crise a déclenché. Vous avez prévu en voler? Si, absolument, ils ont été pris en compte. Alors, vous savez que notre processus d'identification concerne 2 cibles. Les acteurs du secteur informel, donc les entreprises, ceux qui menaient des activités avec du matériel de production, mais également les travailleurs du secteur informel qui ont été impactés. Et pour cela, on procède à leur identification via notre plateforme, mais également sur les fiches physiques d'identification. Et en lien avec le Fonds de solidarité, les travailleurs du secteur informel seront reversés au Fonds de solidarité pour prise en charge. Et il y a cet autre aspect aussi qui paraît certainement plus large, et ça va permettre d'élargir l'assiette fiscale. Est-ce qu'il y a un volet qui va permettre d'avoir cette fois-ci une bonne base de données du secteur informel et de les reconvertir au secteur formel? Absolument. La formalisation est vraiment un enjeu important de ce dispositif. Est-ce qu'il est pris en compte cette fois dans votre projet? Absolument. Donc déjà, on arrivera à consolider une base de données en lien avec les différents acteurs et accompagner ces acteurs-là selon le seuil de formalisation vers la formalisation. Monsieur Armand Nikoué, merci. Vous êtes le secrétaire exécutif du Fonds d'appui au secteur informel. C'est 100 milliards de francs CFA pour aider immédiatement les acteurs de ce milieu. Les bénéficiaires sont donc instruits sur le mode opératoire. Vous avez peut-être un mot à ajouter. Permettez-moi juste de rappeler que plusieurs acteurs collaborent à la mise en œuvre de cet important dispositif et la transparence est vraiment un élément fondamental de bout en bout de ce dispositif. Vous êtes très attendu sur cette question de la transparence. Merci beaucoup, M. Armand Nikoué, secrétaire exécutif du FACI, le Fonds d'appui au secteur informel. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Goran. Et juste après, à 23h, je vous retrouve pour le dernier journal. Excellente journée dominicale.